de réflexion ou de projection peut-être se rétracte un petit peu. On a cru que c'était worldwide, que tout était open. Et donc tout ça, est-ce que ça a vraiment du sens? Donc je pense qu'on n'est pas les seuls Français à faire ce type de réflexion, donc ça va exister un peu partout. Une fois qu'on a dit ça, deux choses. Il y a quand même un certain nombre de pays où il n'y aura jamais de vin, ou jamais du aussi bon qu'en France. Les Anglais commencent à s'y mettre, mais bon, voilà. Donc il y a sans doute encore de la place pour l'export. Et deuxièmement, si on combine avec une autre tendance de fond qu'on a indiquée, premium versus entrée de gamme, les vins français qui partent à l'export, en général, ont une image dans les pays où ils arrivent, qui est une image assez premium. Et donc si on arrive à conserver cette image, alors il y a sans doute encore de beaux jours pour l'export. En disant qu'on ne visera pas à faire consommer l'ensemble de la planète, mais si les 10, 15, 20% de la population dans chacun des pays qui ont les moyens encore d'arbitrer et de se faire de temps en temps plaisir en achetant une bonne bouteille, ils achètent français plutôt qu'autre chose, ça représente quand même à l'arrivée des volumes qui sont très très conséquents. Merci. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Il y a un micro qui va circuler sur le côté. N'hésitez pas, si vous avez une question à poser à Jérôme Fourquier. Oui, madame. Bonjour, Chantal Sarrazin du magazine Vitisphère. Vous avez parlé donc de toutes les tendances aujourd'hui qui transforment la société. Est-ce que vous avez dit que les vins rosés étaient adaptés notamment à certaines de ces tendances? Qu'en pensez-vous pour les vins rouges? Alors, j'ai dit que les vins rosés pouvaient présenter des caractéristiques qui permettaient de prendre la vague sur certains types d'évolution de notre société. Et comme ça a été présenté précédemment, vous voyez que c'est le rouge qui pâtit le plus, parce que c'est lui qui est le plus associé à une consommation à table, à une association vin mai avec des produits, une gastronomie française. Et donc, c'est sans doute sur lui qu'en termes de marketing, d'imaginaire et de positionnement, il y a le plus gros travail à effectuer. Si on poursuit sur l'exemple du rosé, regardez, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais j'avais lu un papier qui disait, je crois que les volumes du vin rosé vendu en cubi ou en box versus en bouteille, et il y avait plus de vin rosé qui était vendu en cubi ou en box qu'en bouteille, donc ce qui aurait pu être une hérésie il y a 30 ou 40 ans, eh bien, on a su de ce côté-là s'adapter. Je pense que sur le rouge, il faut aussi, encore une fois, regarder le paysage dans lequel on évolue et se dire que pour toute une série de caractéristiques historiques, c'est pas forcément le type de produit qui va être le plus facile à faire matcher, comme on dit en bon français, avec ces nouvelles pratiques. Alors pourtant, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous reliez tout à l'heure avec le développement de la vente, notamment la livraison en ligne, la livraison de nourriture à domicile, il y a des fast-foods qui ont ouvert en nombre en France ces dernières années. Ce sont les tacos. C'est une des plus fortes augmentations. C'est une nourriture un petit peu épicée, souvent à base de viande. On se dit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer pour le vin rouge dans cet univers-là, non? Alors effectivement, la chaîne Otacos, pour ne pas la nommer, il y a 400 points de vente en France. Donc contrairement au kebab qui ne s'est jamais franchisé, Otacos, ils ont su le faire, ils ont pris les codes de McDo. Donc oui, ça peut être une idée d'approcher... avec le kebab, une autre peut-être nuance culturelle qui fait que des pays, un des pays où est née cette Turquie, c'est la Turquie, où on consomme quand même assez peu d'alcool pour des raisons religieuses. Oui, tout à fait. Alors là aussi, au passage, une autre tendance de fond qui peut expliquer en partie les courbes. Vous avez en 1960, là, quand on a fait commencer le graphique, quand on buvait encore 120 litres de vin par an et par personne en France, il y avait 1% des nouveau-nés qui portaient un prénom arabo-musulman en France. Aujourd'hui, on a plus de 20%. Donc c'est aussi un des éléments de fond, mais là qui est plus difficile à surfer, c'est-à-dire que là, les interdits religieux sont importants. Si la tradition religieuse reste. Voilà. Et alors, il y a des sociologues aussi qui ont montré comment l'affaiblissement de la pratique religieuse catholique, tout ça dans l'imaginaire également, et pas sans doute non plus complètement sans effet sur le décrochage ou la moindre présence ou la moindre centralité du vin dans nos représentations. Merci. Est-ce qu'on a une autre question?
Bonjour, Mathieu Rafinesque, vigneron à Sarian, en AOP à Queyras. Je rebondis sur ce que vous disiez sur la vente de vin en bib. Est-ce que vous avez quelques chiffres chez les cavistes par exemple? Est-ce que la vente en bib augmente par rapport à la vente en bouteille qui a chuté sur les couleurs, d'une manière générale? Alors j'ai hélas pas de données là-dessus. Il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Boucherie, charcuterie d'une station balnéaire normande assez populaire, où il y a un étal hyper fourni. Il y a la mer en Normandie. Ouais, tout à fait. Il y a bien d'autres C'est intéressant. On a un étal très fourni dès qu'il y a un peu de soleil sur brochettes, grillades, etc. De manière très maligne, le propriétaire a monté une formule, c'est la formule grillade, où vous achetez la caissette de viande, avec un mixte, les merguez, les brochettes, etc. Le sac de charbon et le cubi de rosé. Voilà. Et donc je pense que lui, il avait tout compris sur de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'il continue à vendre sa viande, mais il vend tout packagé. Et là, pour le coup, le rosé était vendu. En observation participante, si je puis dire, ça marchait super bien dans la boutique. Merci. Une autre question? Pas encore. Alors, je voudrais revenir sur un élément qui est celui de la consommation. On est aussi dans une société où à la fois on observe le binge drinking chez des jeunes qui ne sont pas majeurs et donc qui a priori n'ont pas le droit d'acheter d'alcool, et puis à la fois un discours de santé publique qui s'est également affermi. Alors, à juste titre, on le voit notamment sur les accidents routiers, ça a permis quand même de faire fortement baisser les accidents de la route, mais il y a toute une part de la population active qui pâtit de cette baisse de la consommation, et les vignerons en font partie. Est-ce qu'on n'est pas là un peu pris en étau? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réinventer, sinon dans la consommation, ne serait-ce dans la production, des vins moins alcoolisés ou ce genre de choses? Alors, moi je ne me prononcerai pas là sur loi E20, etc., etc. Là, c'est une tendance de fond, je pense. Vous voyez l'importance prise par la santé dans, là aussi, tout le discours ambiant. La question du vin, c'est pas uniquement l'alcoolisation et les risques. Si on est aussi en lien avec la santé, ça peut être maladie cardiovasculaire, la prise de poids. Donc je pense que c'est pas aussi complètement anodin dans le fait qu'une partie des jeunes se détournent de ce type de consommation. Si on va plus au fond sur votre question, sur les questions que pose, climat aidant aussi, la montée du titrage en alcool de vos productions, c'est peut-être aussi un des éléments qui explique que la bière aujourd'hui vous taille certaines croupières, c'est-à-dire que on a sans doute une partie du public qui est plus à l'aise avec une consommation de produits qui va être moins alcoolisée que du vin. Et donc ça, sans doute aussi, il y a à réfléchir sur le degré d'alcool ressenti puis affiché de vos bouteilles. Merci. Une question pour Jérôme Fourquet. Moi, j'en avais une autre. Ah oui, madame, allez-y. Oui, bonjour, Frédéric Vanson, amatrice de vin et promo Suze Larousse 2012. Moi, j'avais une question concernant le marché des consommatrices de vin, puisqu'apparemment, on est quand même de plus en plus à aller nous-mêmes acheter nos bouteilles chez le caviste ou au domaine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un marché spécifique à travailler par rapport justement à ces consommatrices? Alors, si, sans doute, bien évidemment. Et donc, dans un contexte plutôt baissier, je pense qu'il faut, là encore, essayer de travailler tous les publics et aussi se dire, effectivement, que le public féminin, consommatrice, n'a pas forcément le même rapport, le même regard au vin que le public masculin qui était plus traditionnellement en charge de ce type d'achat. Donc là aussi, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous dans la profession ont déjà travaillé sur ces questions-là, ont pu réfléchir à ça. On parlait tout à l'heure des bières notamment aromatisées, qui, à mon avis, trouvent un certain
écho dans le public féminin, dans les stéréotypes. Et donc, à partir du moment où là aussi la société s'est métamorphosée, c'est-à-dire que l'acheteur de vin n'est plus forcément le chef de famille ou le chef de foyer, comme on disait à l'INSEE historiquement, eh bien, il faut aussi sans doute, en termes de capteurs, être en capacité d'être plus en phase avec un public féminin qui peut être tout aussi amateur, mais qui n'a pas forcément non plus exactement les mêmes demandes et attentes et clés d'entrée sur ce type de produit. Thierry Loret nous dira peut-être ça tout à l'heure, mais je crois que la majorité des acheteurs de vin sont des acheteuses, et que c'est notamment le cas en supermarché. Personne ne contredit, donc je ne vais pas lui dire une ânerie. Une autre question? Pas encore, mais ils sont timides cet après-midi. Oui, Digère, je ne sais pas. Moi, je voulais vous poser une question, toujours sur le côté santé publique. Vous avez des enquêtes régulières d'opinion sur toutes sortes de choses. Est-ce que le vin est considéré par l'opinion comme une drogue en France? Non, il n'est pas considéré majoritairement comme une drogue, c'est clair. Néanmoins, ce qui s'observe, c'est qu'on a une part croissante, les graphiques l'ont montré, de la population, notamment dans les jeunes générations, qui est abstinent sur le vin. À la fois sur le rapport à l'alcool, interdit religieux ou autre, question de régime alimentaire, question aussi de distance culturelle, hein, sur la perte, la transmission de la culture du vin s'est faite. Et donc si je pense qu'en France on n'est pas encore sur une association entre le vin et la drogue, néanmoins, là, encore une fois, 120 litres par an et par personne dans les années 60, c'est la France d'avant, mais c'est un autre monde. Aujourd'hui, on a une part croissante de la population pour qui le vin est quelque chose de totalement étranger, qui, avec le nombre très important d'appellations, les cépages, les crus, etc., c'est un truc hyper abscon. Et donc c'est pas tellement l'idée de l'alcoolisme, etc., qui, à mon avis, freine, mais plus une forme de distance culturelle qui s'est considérablement accrue et qui va se renforcer parce que on a aujourd'hui à l'âge adulte des générations qui ont grandi là-dedans, donc pour qui la transmission s'est pas faite et qui l'assureront donc pas mécaniquement à leurs enfants. Et puis quand vous regardez les modes de restauration, le snacking, etc., le vin peut être complètement absent dans des familles entières depuis très longtemps. Pour avoir une idée, le temps de repas de midi aussi, lui, il a globalement chuté au cours des 20, 30, 40 dernières années. Oui, alors ça dépend parce qu'on a une part de la population importante qui est retraitée en France. Mais si vous prenez les actifs, on est sur un temps qui est limité. Je parlais tout à l'heure de logique d'arbitrage. Et donc à la fois pour des questions d'immédiateté, rapidité et des questions de pouvoir d'achat, regardez le succès phénoménal de tout ce qui est pasta box, sandwich, triangle ou autre à acheter, qui sont souvent la composante principale des repas du midi pour beaucoup de Français. Donc dans ce paysage-là, le vin tel qu'il est actuellement n'a aucune place. Merci. Est-ce qu'on a une question pour Jérôme Fourquet encore? N'hésitez pas. La place pour une dernière. Madame, allez-y. Excusez-moi, c'est toujours sur les vins rouges, mais quelle piste vous imaginez du coup? Vous avez dit c'est là où il va falloir le plus travailler en termes de marketing. Est-ce que vous auriez des pistes à donner aujourd'hui? On en a évoqué un certain nombre, notamment sur le degré d'alcool alors il n'y a pas que dans le rouge, hein, mais qui peut peser. On parlait du conditionnement, il y a sans doute aussi des choses à réfléchir sur le type de goût de ces vins qui pourraient être davantage associés, à la fois en termes de goût, mais aussi en termes de campagne de communication, avec typiquement cette logique des apéros dînatoires ou autres, et donc de dire essayer de prendre un peu le même chemin que le rosé a pu faire, par exemple avec des vins rouges assez frais, assez légers, qui pourraient très bien se marier avec des types de repas qui sont aujourd'hui accompagnés de blanc ou de rosé, par exemple.
Merci, on a le temps pour une dernière question. Bonjour, Rémi Romain, vigneron, sur Vinsomme. En fait, c'était pour rebondir sur votre idée où les gens étaient loin culturellement du vin. Et j'ai regardé des études de Sowain et il disait qu'au contraire, il y avait de plus en plus de gens qui étaient amateurs qualifiés dans le vin et plus simplement amateurs tout court. Alors, c'est la logique du sablier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir parmi le public qui vous consomme, un public qui va le consommer de manière plus qualitative et davantage en connaisseur. Il peut avoir un niveau de connaissance qui peut monter dans un public, l'expression n'est pas de moi, qui s'est ghettoisé quand même. Et donc ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce, comme on dit l'autre. Les gros bataillons, notamment dans les générations, eux sont sur un rapport beaucoup plus distendu vis-à-vis du vin. Donc on va avoir, encore une fois, cette logique segmentée. Vous avez un peu la preuve vivante ici, c'est-à-dire des initiatives comme l'Université du vin ou autre, avec, regardons aussi des émissions gastronomiques, regardez l'attrait que peut avoir une profession comme sommelier. Donc mais pour un public assez pointu, assez éclairé, assez avide de connaissances, par rapport à la connaissance moyenne qui était il y a 30 ou 40 ans, il y a un saut qualitatif. Le saut qualitatif, il a été aussi accompli dans votre profession. On ne travaille pas aujourd'hui la vigne, on ne fabrique pas le vin comme on le faisait il y a 40 ou 50 ans. Donc ça, c'est une réalité, mais sur un petit segment. Et vous avez à côté de ça un segment majoritaire qui, lui, ne consomme plus quotidiennement comme il y a 50 ou 60 ans, et pour lequel, encore une fois, le vin est un produit assez étrange, assez mystérieux, et qui ne fait plus forcément partie des habitudes. Donc vous pouvez avoir les deux types de publics. Le problème, c'est qu'en termes de masse et de volume, on peut dire, bon, c'est très bien de travailler uniquement avec des pros, si vous avez une exploitation et des coûts qui permettent de toucher ce public-là, mais pour l'intégralité de la profession, c'est quand même un vrai sujet que celui de la perte d'adhérence, si je puis dire, ou la perte d'ancrage du vin dans la société française. Merci Jérôme Fourquet. Une dernière question peut-être? Oui, monsieur. Ah, deux. Ça se réveille sur la fin. C'est après le repas est digéré. Oui, bonjour. Emmanuel Sartin, Chance. J'ai une question. Est-ce qu'on observe ces mêmes évolutions de comportement et de consommation dans les autres pays et ce même rapport au vin dans les autres pays? Alors, je ne suis pas spécialiste des autres pays. Il faudra regarder. Néanmoins, on a une histoire très singulière en France avec le vin. On a dit tout à l'heure que c'était le deuxième pays consommateur. Alors, derrière les États-Unis qui sont 5 ou 6 fois plus peuplés que nous. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit complètement transposable, mais le fait même que chez nous, il y ait cette perte d'adhérence, alors qu'encore une fois, le vin était complètement central dans la société française il y a encore 50 ou 60 ans, rien que ça, déjà, devrait nous interpeller. Alors, on peut se rassurer en disant, bon, ça décroche aussi chez les autres, mais chez nous, c'était pas rien, quoi. Donc, il y a des vraies ruptures qui se sont effectuées. Mais c'est quand même une vraie question, parce que si on dit que l'axe principal, c'est l'export, il faut comprendre la consommation. Oui, bien sûr. Alors, mais il y a des intervenants qui passeront après moi. Je pense que je n'ai pas de données particulières sur les pays étrangers. On reviendra là-dessus avec Florian Chesky tout à l'heure notamment. Oui, bonjour, Yo Dezeustre pour la revue Vinicole Internationale. J'avais une question sur l'analyse de la baisse de la consommation des produits bio et notamment du vin. Comment vous l'analysez? Est-ce que ça a un rapport avec l'inflation récente? Alors, la baisse de conso du bio, c'est pas que sur le vin, c'est tout type de production agricole ou alimentaire. Il y a plusieurs choses. Premier élément, vous avez raison, de manière générale, le bio a une image prix qui est plus élevée que les produits concurrents. Et donc, dans un contexte d'inflation, il y a cette logique d'arbitrage qui va jouer. Là encore, attention, il peut y avoir un public de niche convaincu du bio et qui est prêt à payer pour continuer de payer ce prix, y compris si les prix augmentent. Et ce qui faisait les volumes, c'était quand même un public qui achetait occasionnellement
ses œufs, son lait, etc. Et quand, comme je le disais tout à l'heure, on compte à 10 ou 20 euros à la fin du mois, on arbitre. Et donc même si on n'achetait pas beaucoup, le fait qu'on n'achète plus, multiplié par un nombre important de consommateurs, c'est ça qui nous fait la baisse. Donc il y a cet effet de prix. Il y a deuxièmement, ce que je disais tout à l'heure, dans le segment de la consommation vertueuse, une partie des consommateurs qui se sont plutôt rabattus sur produits de nos régions, produits français, produits d'ici, plutôt que sur le bio, qui pouvait venir parfois de très loin. Et puis il y a un troisième élément, le bio a peut-être aussi été victime de son succès, c'est-à-dire qu'on a commencé à massifier les choses, on en a fait venir d'un peu partout, il y a eu parfois des scandales ou des affaires qui ont pu venir ternir quelque peu l'image du bio, et donc tous ces facteurs contribuent à la baisse de tendance générale. Là où c'est problématique, c'est que comme vous le savez, comme on dit, faire migrer une exploitation agricole vers le bio, faire sa conversion, vous voyez qu'on n'est jamais loin du religieux quand même, ça prend du temps, c'est des investissements importants, et beaucoup d'exploitants dans la filière viticole, mais aussi ailleurs, se sont lancés dans cette aventure-là ou dans ce projet-là, dans un marché qui était très porteur. Et aujourd'hui, ils sont un peu pris au dépourvu par ce renversement de tendance. Ce n'est pas un effondrement du bio, mais ça a arrêté de croître et ça se tasse quelque peu. Je regardais là, les chiffres de millésime bio, là justement, à l'instant, et la question sera de savoir si le surcoût de 2,90 € qu'acceptait de payer un consommateur de vin bio versus un vin conventionnel, est-ce que aujourd'hui le différentiel risque de ne pas se réduire? Oui, alors encore une fois, tout dépend de savoir quelle était la nature du public qui achetait du vin bio. Si on était sur un public plutôt, je caricature, CSP+, assez aisé, amateur de vin et soucieux de répondre à la question de la transition écologique, pour lequel 2,50 €, 3 €, ça s'absorbe et c'est le prix de sa bonne conscience. Ou est-ce qu'on était déjà... Ça, votre bonne conscience vaut 2,90 €? C'est pas cher, hein. Ou est-ce qu'on était déjà sur un public plus large qui lui aussi, à son tour, va rentrer dans une logique. À mon avis, on a les deux, mais il faut voir la proportion des deux pour voir comment ce type de marché peut ou non résister. Si on reste dans l'univers du vin, vous parliez tout à l'heure du prix des matières premières. J'ai eu l'occasion de faire une intervention en Bourgogne. Il y a des matières sèches en l'occurrence, beaucoup pour le... Ouais, et là c'était donc le verre. Et donc les vignerons bourguignons disaient, mais nous au prix où on vend les bouteilles, si on a un surcoût de 1 ou 2 € par flacon, ça ne fait pas la diff parce qu'on peut complètement l'absorber. Donc tout dépend encore une fois comment vous êtes positionné et quelle est la nature du public qui vous achète. Merci Jérôme Fourquet, directeur d'études du pôle opinion et stratégie agricole.